Bien, bonjour à toutes et à tous. Cette nouvelle fiche de correction va vous permettre de mieux comprendre ce qui était attendu de vous dans ce travail sur les villes au Moyen Âge. Donc, vous avez commencé avec l'étude du plan d'une ville au Moyen Âge pour comprendre son évolution. L'objectif ici, je vous le rappelle, c'est de comprendre que les villes au Moyen Âge se développent considérablement, qu'elles s'agrandissent, qu'elles voient leur taille s'agrandir. Et justement, si on regarde ensemble le plan de la ville de Bruges, vous constatez avec moi ici que entre le XIIe et le XIIIe siècle, la ville de Bruges s'est étendue. Vous voyez, ici, ville au milieu du XIIe siècle, puis extension de la ville. Le titre, par ailleurs, est sans ambiguïté. C'est au XIIIe siècle que l'on voit ici la ville de Bruges. Donc en fait, question simple, hein, mais il faut être attentif à nouveau ici à la légende. On passe d'une ville réduite encore au XIIe siècle à une ville beaucoup plus étendue au XIIIe siècle. C'est donc le signe que les villes s'agrandissent, et si elles s'agrandissent, c'est qu'elles sont en train de gagner en prospérité, qu'elles gagnent également en population. Hein. Les campagnes, nous avons vu dans le chapitre précédent, sont plus peuplées, et donc par conséquent, il y a un apport de population également des campagnes vers les villes, mais il y a surtout un développement économique des villes. Voilà, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pourquoi ces villes augmentent-elles? Eh bien, ce développement économique est aussi lié au développement du commerce. Donc, ce sont la Flandre et le nord de l'Italie sont les deux régions qui, en Europe, au Moyen Âge, sont les plus dynamiques, les plus productives, et notamment en termes de textile. Le textile est une industrie, entre guillemets, une production, en tout cas, qui crée des richesses importantes à cette époque. Et on le voit dans le texte, 4 page 67, avec ce passage, on fabrique à Bruges les meilleurs tissus de laine qui soient. Il y a d'autres passages dans le texte, hein, mais celui-là est assez emblématique. Voilà, vous aviez la carte page 69, elle montre qu'il y a des routes qui relient les villes marchandes, hein, et on comprend bien que les villes se développent grâce à l'activité commerciale. Et donc, ces villes marchandes sont reliées entre elles par des routes maritimes, la route du Nord, mais celle aussi initiée, mise en place par les marchands italiens, et puis des routes terrestres, notamment celles qui passent par les villes des foires de Champagne. Les foires, c'est-à-dire des lieux où les marchands vont se retrouver, se réunir sur plusieurs jours, plusieurs semaines, et ainsi vont pouvoir réaliser des échanges nombreux. Par ailleurs, cette vie dans les villes au Moyen Âge, marquée par cette prospérité économique qui se développe, est l'occasion de voir se développer de nombreux métiers. Des métiers tels que, vous l'avez vu, les tailleurs, les marchands, les cordonniers, et d'autres encore, puisque je vous demande dans la question qui suit d'aller voir par vous-même dans les différents documents, et vous avez pu voir les foulons, les boulangers, les teinturiers, partout, enfin, dans les quelques pages du livre, du chapitre qui porte sur ce thème. Voilà. Qu'est-ce qu'une corporation? Eh bien, en fait, les métiers sont très encadrés au Moyen Âge. Il y a des règles très précises. On évite la concurrence. Hein. Les corporations de métiers ont ce qu'on appelle le monopole de leur activité, de manière d'une part à garantir la qualité hein, des produits, mais également à écarter toute forme de concurrence. Voilà, je n'en dis pas plus, je regarde également avec vous. Alors vous aviez les questions effectivement bleues sous les documents 1 page 70 et 3 page 71. L'objectif de ce travail est de vous amener à écrire, à rédiger une description des villes au Moyen Âge. Donc vous voyez en fait avec le document 1 page 70 qu'on a des rues étroites. On vous dit qu'elles sont pavées, mais c'est assez rare en fait. La plupart du temps, elles sont boueuses en fait, ce sont des rues de terre. Alors certes, il y a des rigoles, effectivement, une inclinaison pour récupérer les eaux usées, mais le plus souvent, les témoignages que nous avons des villes au Moyen Âge, c'est leur saleté, leur puanteur également. Des maisons souvent en bois, je vous signale qu'à Morlaix, nous en avons également, hein, des maisons à pans de bois, nombreuses. Alors c'est dangereux en fait, hein. Les incendies sont fréquents au Moyen Âge. Voilà, sinon les murailles sont importantes, c'est à la muraille qu'on reconnaît la ville, c'est un moyen de se protéger, surtout à partir du XIVe siècle et en France, dans le Royaume de France, avec la guerre de Cent Ans. C'est une époque où là les murailles vont être construites ou reconstruites ou renforcées. Enfin, les villes sont des communautés.
des communautés qui s'affranchissent de la tutelle des seigneurs, de la domination des seigneurs, et c'est ce qu'on voit ici avec la ville de Troyes, qui s'affranchit de la domination du comte de Champagne. Alors pas complètement, mais elle va gouverner elle-même ses propres affaires. Donc c'est bien un signe d'autonomie, d'indépendance. C'est ce qu'on appelle le mouvement des communes au Moyen-Âge. Elles deviennent ainsi libres. Et ça, c'est une grande innovation de l'époque. Et ceux qui sont aux commandes dans les villes, ceux qui dirigent ces communes, qui vont réussir à obtenir des chartes de franchise, ce sont souvent les groupes sociaux les plus aisés, les plus riches, et en particulier les marchands, les commerçants, ceux qu'on va finir par appeler les bourgeois. Je dis finir, car au départ, est bourgeois n'importe quel habitant d'un bourg. Ça n'est pas, à l'origine, un signe de richesse. Simplement, il s'avère que ce terme-là, et le mot bourgeoisie qui lui est lié, va peu à peu désigner cette catégorie sociale, ce groupe social qui s'est enrichi par les échanges et le commerce. Voilà, vous pouviez donc approfondir votre travail avec l'exemple de la cathédrale de Reims, qui permet de revoir des éléments vus dans le chapitre précédent, dans la fiche 3 sur l'art gothique. Une petite erreur dans la formulation de la question, vous vous en êtes peut-être rendu compte, ce sont les questions 1 et 3 et non pas 1 et 2. On reviendra un petit peu sur la cathédrale de Reims parce que c'est le lieu du sacre des rois de France, et ça sera l'objet de notre prochain chapitre, l'affirmation du pouvoir royal en France, justement, et la dimension religieuse incarnée par la cathédrale de Reims, par le sacre des rois, est donc une dimension importante sur laquelle nous reviendrons. Voilà, cette vidéo est assez longue déjà. Prenez votre correction sur le cahier comme d'habitude, corrigez ce qui doit l'être, complétez par vous-même, recopiez si vous en estimez... recopiez, n'hésitez pas, hein, c'est souvent nécessaire. Laissez de la place, comme toujours. Laissez ce que vous avez fait, ça j'y tiens, de manière à pouvoir suivre, hein, lorsque la reprise aura lieu, le travail que vous aurez mené. N'hésitez pas à mettre la date également tous les jours. N'imprimez pas ce document. N'imprimez pas ce document, c'est ce que je disais en classe virtuelle. Vous avez déjà suffisamment de documents, il est inutile de les imprimer. Par contre, lisez attentivement. Voilà, bon travail, bon courage à tous. Au revoir.